Allez, debout, t'as une vidéo à faire. Ouais, c'est bon, c'est la 4e, ils vont connaître par cœur leur chemin. Et puis, de toute façon, je sais pas de quoi leur parler, il fait beau, j'ai envie de rester tranquille. Bah, je sais de quoi tu peux leur parler, t'en as tout autour de toi actuellement. De l'air? Bah non, des plantes. Ah, bon, allez. Alors, pour commencer, c'est quoi une plante? Avec plus de 400 000 espèces décrites, dont 2000 nouvelles découvertes chaque année, les plantes forment un groupe très vaste avec des formes très variées qu'il est parfois difficile de distinguer de certains animaux. Alors, je pense notamment aux éponges, aux coraux ou encore aux anémones, qui sont parfois pris pour des plantes. Alors, pour être une plante, il faut regrouper plusieurs caractéristiques. Premièrement, ça va être un organisme photosynthétique, c'est-à-dire qu'il va faire de la photosynthèse. C'est le processus qui permet de produire des sucres à partir de lumière, d'eau et de dioxyde de carbone. C'est dans ce processus qu'intervient la chlorophylle, donc le pigment qui donne la couleur verte aux plantes. Alors au passage, notez qu'il existe d'autres pigments dits photosynthétiques, c'est ce qui va faire que certaines plantes vont être rouges ou bordeaux. Ensuite, c'est un organisme autotrophe, c'est-à-dire qu'il va produire la matière organique à partir de matière minérale. Concrètement, c'est avec le CO2 de l'air et les minéraux que la plante va puiser dans l'eau et le sol. Et enfin, il y a une autre caractéristique, c'est quoi? Les cellules qui composent la plante sont particulières et se distinguent des cellules animales par la présence d'une paroi de cellulose. Cette paroi va jouer plusieurs rôles. Notamment, elle protège la cellule et l'empêche d'éclater lorsqu'elle se gorge d'eau. Afin de s'y retrouver dans cet imposant règne végétal, on peut diviser les plantes en différents groupes. En commençant par le moins complexe, on a les algues. Alors, ce sont des plantes inféodées au milieu aquatique qui ne présentent pas de racines. Ici, j'ai des algues filamenteuses qui vont flotter dans l'eau, mais il existe aussi des algues plus complexes qui vont être fixées sur des supports. Alors attention à ne pas les confondre avec d'autres végétaux aquatiques comme la calitriche qui n'est pas une algue car elle dispose de racines. Ensuite, un autre groupe, les mousses ou bryophytes. Alors on est toujours ici sur des organismes assez basiques. On va avoir un végétal un peu plus différencié que les algues avec notamment des feuilles, mais toujours pas de racines. Et il y a toujours une dépendance assez importante à l'humidité ambiante. Maintenant, on attaque un plus gros morceau, on passe aux plantes vasculaires, c'est-à-dire des plantes qui disposent de tissus dédiés au transport de l'eau et de la sève. On commence par les fougères, qu'on appelle aussi ptéridophytes. Cette fois, on a des racines qui permettent de fixer la plante et d'aller chercher l'eau dans le sol. La reproduction, quant à elle, se fait par des spores qu'on trouve sous les feuilles. Pour finir, toujours dans les plantes vasculaires, on va trouver les plantes à graines. On a les gymnospermes qui regroupent les pins et les sapins et les plantes à fleurs qui sont les plus connues et qui représentent 90% de l'ensemble des plantes. Alors attention car il y a des pièges. Comme je l'ai dit auparavant, il arrive qu'on prenne certains organismes pour des plantes. Ici, on a un champignon. Il ne fait pas partie du règne végétal mais du règne fongique. Il ne pratique pas la photosynthèse et c'est un décomposeur qui se nourrit d'animaux ou de plantes mortes. Ici, on a un organisme un peu particulier. C'est un lichen, c'est le résultat de la symbiose entre une algue et un champignon, et ça ne fait pas partie des plantes. Demandez à ce lichénologue, il vous dira que j'ai raison. Les plantes vont constituer notre paysage. En fonction du climat, des caractéristiques du sol, de l'humidité, des activités humaines, on va avoir des communautés végétales différentes. Il en existe d'ailleurs autant que de combinaisons possibles de ces différents facteurs. Il est donc évident que je ne peux pas aborder ici toutes les communautés. Je vais me contenter d'en citer 3 qui sont celles que vous avez le plus de chances de rencontrer.
Ici, on est dans une prairie. Elle est caractérisée par des graminées, ce qu'on appelle plus couramment de l'herbe. Ces graminées ont des fleurs qui ne ressemblent pas aux fleurs qu'on a l'habitude de voir, car elles sont plutôt vertes et discrètes. Ici, la pollinisation, c'est-à-dire le transport des grains de pollen d'une fleur à l'autre, se fait grâce au vent. Ah, merci le vent. Ah, c'est toi qui as voulu que je parle des plantes, maintenant t'assumes. On se retrouve maintenant dans un milieu un petit peu plus humide. Alors ici, on va trouver deux grands types de plantes. On va trouver les hydrophytes, c'est-à-dire les plantes qui poussent sous l'eau. Alors c'est le cas par exemple des nénuphars ou de la calitriche. Et on va voir les zélophytes, c'est-à-dire les plantes qui poussent avec juste les pieds dans l'eau. C'est le cas par exemple des joncs, des carex ou des iris. On termine avec les milieux boisés qui vont être caractérisés par des arbres et des arbustes. Par ici, on va retrouver les arbustes couramment utilisés dans les haies champêtres comme l'aubépine, le cornouiller sanguin, le troène d'Europe. Au passage, on peut voir l'importance de ces arbustes pour les insectes avec les nombreuses fleurs qu'ils vont produire. On va aussi avoir des fruits par la suite qui seront fort utiles pour les oiseaux. Alors j'en profite aussi pour vous encourager à ne pas tailler vos haies en ce moment, car vous pourrez profiter des fleurs et en plus ça permet aux oiseaux de nicher tranquillement. Ça fait un moment que je vous parle de fleurs, mais je ne vous ai toujours pas dit à quoi elles servent. Déjà, il faut savoir que dans la nature, produire de jolies fleurs colorées qui sentent bon avec du nectar, ça a un coût énergétique. Et donc, il va falloir que le bénéfice associé à cette dépense soit supérieur à l'énergie dépensée. Les fleurs vont servir à attirer les insectes pollinisateurs. Alors, on pense tout de suite aux abeilles, mais il n'y a pas que ça. On a aussi des papillons, des cirphes. Alors, les cirphes, c'est des mouches qui ressemblent à des abeilles ou des guêpes. Et attirés par le nectar sucré, ces insectes viennent butiner les fleurs et ce faisant, du pollen va se coller sur eux. Ils vont ensuite aller de fleur en fleur et ils vont déposer du pollen. Il va y avoir ainsi fécondation et production de graines. Alors, ces graines vont aussi devoir être dispersées. Pour certaines plantes, les graines vont juste tomber à quelques centimètres du pied de la plante mère. D'autres vont développer des techniques un peu plus poussées pour disperser leurs graines. Alors certains vont produire des fruits qui vont être consommés par les oiseaux ou les mammifères et qui vont être après dispersés dans leur déjection. D'autres plantes vont utiliser le vent pour se disperser, c'est ce qu'on appelle l'anémochorie. Et d'autres vont se fixer sur les animaux, comme ici le gaillet gratteron ou la bardane, qui sont munis de tout petits crochets qui vont s'accrocher aux poils d'animaux et ainsi être dispersés sur plusieurs kilomètres.